Rappelons les grandes lignes de cet accord signé en juillet 2015. Cet accord visait à faire en sorte à ce que l'Iran abandonne son programme nucléaire militaire. Ça aboutit concrètement à trois choses. La destruction de la centrale à eau lourde de la ville d'Arak, qui portait sur le plutonium. La destruction de 14 000 centrifugeuses dans le site de Natanz et de Fordo. Et également le transfert à l'étranger de la totalité de l'uranium enrichi par l'Iran à 20%. En échange de ces abandons, l'Iran devait recevoir des investissements étrangers, pouvoir de nouveau commercer avec le monde et revendre son pétrole. La réalité est que du fait du maintien des sanctions américaines non liées au nucléaire, qui frappaient l'Iran pour des considérations de droits de l'homme ou de non-respect allégué ou du soutien au mouvement terroriste, l'Iran n'a pas pu profiter, si vous voulez, de ces avantages économiques. L'Iran n'a pas réussi à récupérer les dividendes escomptés. La réalité est donc que l'économie iranienne est dans une situation particulièrement triste. Je vous rappelle qu'au lendemain de la signature de l'accord, McKinsey avait sorti un rapport qui disait que l'Iran va recevoir 1 000 milliards de dollars d'investissement sur les 20 prochaines années. 2 ans et demi après, l'Iran aurait dû recevoir, d'après ses calculs, 150 milliards, bien sûr, il n'en a même pas reçu 10. Cela est important parce qu'à un moment où l'Amérique est toujours au sein de l'accord, les Iraniens constatent que l'accord n'a pas livré les promesses tenues. Donc vous voyez bien que la motivation du côté iranien pour garder cet accord n'est pas immense. Emmanuel Macron était aux côtés de Donald Trump tout récemment. Bon, il a parlé, lui, d'une avancée, puisque Donald Trump, il s'oppose à cet accord dont on vient de parler. Le président français parle d'une avancée. De quelle avancée il parle concrètement, puisqu'on évoque un nouvel accord? L'avancée ne pourrait être qu'une décision de maintien de la levée de sanctions le 12, au lieu que l'Amérique se retire, quelques mois de plus, afin que la France puisse négocier avec l'Iran ce nouvel accord. D'ailleurs, la notion est très ambiguë. On ne sait pas si on parle d'un nouvel accord ou d'autres accords annexes et accessoires qui vont être transposés sur l'accord existant. Et quels sont les piliers sur lesquels ce nouvel accord doit être fondé? Demander à l'Iran de se retirer de l'ensemble des pays où l'Iran exerce une zone d'influence, notamment, si vous voulez, la Syrie, où on vient d'apprendre, la France elle-même augmente son engagement. Alors on demande aux Iraniens de se retirer. Alors qu'ils ont massivement insisté pour soutenir le pouvoir d'Assad, ils ont déployé des milliers d'hommes et investi des milliards d'euros, alliés historiques. Ils demandent aux Iraniens d'abandonner leurs missiles balistiques, qui est la seule défense dont ce pays peut jouir face aux agressions éventuelles qui pourraient venir de l'Arabie saoudite, par exemple, qui ne cesse de menacer ce pays de manière quotidienne en comparant son guide à Hitler. Et ensuite, interdire à l'Iran quasiment pour l'éternité le droit d'enrichir de l'uranium sur son sol. Il n'y a aucune chance que ces demandes-là ne soient respectées par les Iraniens, ce d'autant que les Iraniens considèrent qu'ils sont les bons élèves de l'accord nucléaire. Puisque dans 11 rapports successifs, M. Amano, patron de l'AIEA, l'Agence pour la question nucléaire, a confirmé que l'Iran avait respecté la totalité des engagements. La fin n'est pas très aisée. Vous considérez qu'Emmanuel Macron a réussi son pari aux États-Unis ou non? Non, je pense que c'est un échec. Pourquoi? Pour 2 raisons. Déjà, la France, on le voit, essaie de se positionner comme étant un honest broker, un intermédiaire honnête entre l'Iran et les États-Unis. On ne peut pas assumer ce rôle lorsque 3 semaines avant cette déclaration-là, on va bombarder l'allié de l'Iran. Et on sait à quel point la Syrie est importante pour les Iraniens, qui considèrent que s'ils ne combattent pas Daesh en Syrie, ils devront le combattre dans leur propre rue. Et puis un appel au changement, à renégociation de l'accord au départ de Washington, qui marque la dimension atlantiste du président français. Ce n'était pas l'endroit idéal, ni d'un point de vue géographique, ni d'un point de vue message véhiculé. Alors, que va faire l'Iran? Parce que l'Iran se retrouve dans des difficultés économiques assez importantes, vous l'avez souligné. Est-ce que l'Iran a une marge de manœuvre assez large? Les Iraniens disent à quoi ça sert de négocier un nouvel accord, puisqu'on a déjà signé un accord qu'on a respecté et que les Américains veulent déchirer. Le monde a changé par rapport à 2014, où l'Iran était seul, totalement isolé à l'échelle planétaire. Aujourd'hui, l'Iran a des alliés de taille, de poids. La Russie elle-même qui fait l'objet de sanctions américaines, la Turquie qui n'a pas de relations extraordinaires avec les États-Unis, et puis la Chine elle-même engagée dans une guerre commerciale avec les États-Unis. Donc les Iraniens peuvent considérer, peut-être légitimement, qu'ils ont d'autres choix et qu'ils vont basculer leur centre d'intérêt davantage vers l'Est, vers la Russie et vers la Chine. Et si Donald Trump déchire cet accord, que va-t-il se passer, les conséquences? Alors, il pourrait déchirer sa copie, mais c'est un accord, si vous voulez, tripartite entre l'élément permanent du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne, plus l'Union européenne, plus l'Iran. La réalité est que le retrait américain ne va pas mettre un terme à l'accord nucléaire, parce qu'il resterait les pays européens notamment.
Or, depuis quelques mois, les Iraniens qui étaient disposés à rester au sein de l'accord, si l'Amérique se retirait, pour le cas où les Européens resteraient, commencent à avoir leurs propres doutes. Voyant le peu d'implication de l'Europe dans la défense économique de leurs intérêts en Iran, et puis cette vision totalement alignée sur la position atlantiste. Je pense que si l'Amérique se retire, il y a hélas de fortes chances que l'Iran fasse de même. Alors, Angela Merkel va rencontrer aujourd'hui Donald Trump. Autre ambiance qu'avec Emmanuel Macron, on peut l'imaginer. Est-ce qu'elle va peser justement sur cette décision de Donald Trump? L'Allemagne, c'est la principale puissance économique européenne et c'est le pays qui est le plus économiquement engagé en Iran. D'ailleurs, c'est ce que reprochent les Américains en disant qu'en fait, vous voulez réduire la pression internationale sur l'Iran juste pour produire vos intérêts économiques. Alors que l'affaire va au-delà de ça. Si l'Iran devait de nouveau enrichir le nucléaire, ça relancerait la prolifération de la région. L'Allemagne aura davantage de poids économique avec les États-Unis, mais pas le poids dont dispose la France. La France est membre permanent du Conseil de sécurité, dispose de la bombe atomique, et exerce quasiment le monopole sur la politique étrangère de la France, de l'Union européenne dans le militaire. Donc l'Allemagne va insister, mais n'aura pas le même poids que le président français a eu sur place.